Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le nouvel épisode de State of Food. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Christiane Lambert. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci. Est-ce qu'on a besoin encore de vous présenter? Moi, j'ai envie de vous présenter et je suis surtout ravie d'accueillir la première femme sur mon plateau à chaque fois. Mais les gens qui m'écoutent, on appelle ça peut-être des auditeurs, hein, excusez-moi, hein, chers auditeurs, me disent mais t'invites jamais de femmes. Et j'ai dit mais et il n'y a pas tellement de femmes qui ont des grandes responsabilités dans notre secteur. Donc merci de m'avoir accordé ce temps d'entretien parce que je sais que vous avez un agenda chargé et je vais quand même me permettre de vous présenter, même Je vous si en c'est prie. rapidement, au moins pour savoir. Déjà, vous êtes agricultrice, c'est important de Mmh. dire que vous venez de la terre, que vous êtes l'ancienne présidente de la FNSEA, que vous êtes l'ex-présidente de la COPA, et vous nous expliquerez peut-être ce que c'est, et vous êtes désormais présidente de la FIC, pour moi qui s'occupe de la communication d'intérêt des industriels charcutiers traiteurs. Vous avez été la première femme à la tête d'un syndicat agricole. Ça fait quoi quand on est à la tête d'un syndicat agricole avec des hommes? Parce Alors que déjà, on arrive à ce poste-là après un long parcours ouais. d'engagement. Je commençais à militer à 19 ans, d'abord chez les jeunes agriculteurs, où j'ai été élue, après 7 ans, présidente nationale des jeunes agriculteurs de 94 à 98, ce qui m'a permis de maîtriser bien, tout ce qui est réseau, connaissance des réseaux, fonctionnement, ce qui m'a permis aussi d'être connue de beaucoup de responsables agricoles départementaux qui ont grandi en même temps que moi, qui ont Mhm. vieilli en même temps que moi, que j'ai retrouvé ensuite quand je suis arrivée à la FNSEA, donc parce que chez les jeunes agriculteurs à 35 ans, on quittait. Et donc, on basculait dans le syndicat aîné qu'on appelle la FNSEA. Et en fait, tous ceux qui m'avaient suivi chez les JA me connaissaient. Et donc, j'allais dire tout naturellement que j'ai gravi les échelons pour être vice-présidente, puis première vice-présidente. Et au décès de Xavier Belin, j'ai été choisie et élue présidente de la FNSEA et renouvelée 3 ans après. C'est vrai. Mais en fin de compte, comment on peut être une femme? Et après, on va parler de sujets plus agricoles et puis de charcuterie, de viande, des choses. Quand on est une femme parmi tous ces hommes, on fait comment pour... D'abord, j'avais une formation agricole. J'ai une formation agricole, ce qui me donne un atout, puisque je peux discuter d'égal à égal. Un cerveau d'homme, c'est comme un cerveau de femme, c'est pareil. La différence se joue parfois dans les muscles, se joue aussi dans la sensibilité, Mhm. dans la diplomatie, dans ces qualités relationnelles que nous, peut-être, femmes, nous sommes plus attentives à Mhm. entretenir, à développer. Alors, c'est vrai que quand on est au niveau départemental ou régional, il n'y a pas trop de rivalité. Ouais, Quand on arrive au niveau national, c'est un petit peu différent. Il y ouais. a quand même une difficulté à composer un bureau, puis à choisir qui va être dirigeant. Moi, j'étais un peu garçon manqué à l'école. J'étais seulement avec des garçons et 2 filles sur 24 dans la classe. Donc, ça me gênait pas d'être au milieu de garçons. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi à la FNSEA parce qu'il y avait 85% d'hommes et 15% de femmes. Merci d'avoir répondu avec franchise à mes questions. Alors maintenant, on va aborder les sujets que je ne vais pas dire sérieux par rapport à ce dont on vient de parler, mais en fin de compte, la thématique de State of Food, c'est de parler un peu de géopolitique de l'alimentation, de stratégie, en fin de compte, de la stratégie des assiettes. Et alors, on peut dire que vous avez été très bien placé pour s'occuper de tout ça. Je vous propose qu'on fasse un petit parcours et que vous répondiez avec franchise, en fin de compte, avec votre franchise qu'on connaît à cette question. Et juste pour les auditeurs, je rappelle que vous avez été invité d'un très joli documentaire produit par l'EGE sur l'agriculture française que je conseille à tout le monde. Ma première question, c'est en fin de compte, on s'est rendu compte que la guerre en Ukraine, en fin de compte, ça avait en fin de compte entraîné des gros problèmes. Et est-ce qu'on peut se dire que maintenant, l'agriculture, c'est un peu, on va le traiter comme l'énergie, comme l'armement, comme le gaz. Comment on fait en fin de compte pour gérer ça? Alors déjà au niveau européen, et puis ensuite comment que ça retombe chez nous au niveau national? Comment ça se passe en fin de compte quand... En fait, il y a 3 événements majeurs qui ont poussé à montrer que l'alimentation et donc l'agriculture, c'est stratégique. Le premier événement, ça a été le Covid en 2020, quand toute la France a été mise à l'arrêt pendant 6 semaines, c'est extrêmement long. Beaucoup de gens avaient peur de pénurie. Mhm. Est-ce qu'on va pouvoir manger, etc. Les agriculteurs ont continué à travailler, les ouvriers dans les usines ont continué à traiter le lait, les viandes, etc. Et là, l'alimentation et l'agriculture ont été classées dans la catégorie des métiers
essentiel. Mmh. Et c'était une sacrée reconnaissance pour l'agriculture, être essentiel. Puis la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février 2022. Pourquoi Poutine a déclenché la guerre contre l'Ukraine? Pour prendre les terres d'Ukraine, qui sont des terres très fertiles, très riches. Et en prenant l'Ukraine, il aurait représenté 30% du commerce du blé mondial. Et donc Poutine a montré au monde qu'il voulait les terres d'Ukraine parce que l'alimentation, c'est stratégique. C'est-à-dire que c'est lui, rappelez-vous, Kissinger Mmh. parlait du pouvoir vert. Mmh. Si les pays d'Afrique, un certain nombre, ou du Moyen-Orient, ont voté pour Poutine, enfin favorablement à l'attitude de la Russie à l'ONU, c'est parce que c'est des pays qui étaient dépendants, pour certains d'entre eux, à 70, à 80, à 90% du blé de Russie. Donc stratégique, oui, évidemment, et ça l'est resté. Et puis un autre événement, alors là, qui est quotidien, c'est le changement climatique. Puisque l'activité agricole, c'est une activité de plein air. Nos champs sont au grand air, nos vignes aussi, nos pâtures aussi, et on est dépendant du climat. Or, les aléas climatiques très violents montrent toute la vulnérabilité des productions agricoles. En 2024, on a eu une récolte de blé inférieure de 27% à la normale, parce qu'il a fait super humide et que les blés ont pourri sur place. Idem en viticulture, on a eu moins de 30% de rendement. Donc, quand on a le climat qui montre que l'agriculture est vulnérable, l'attitude géopolitique qui montre que l'agriculture est stratégique et la rupture de commerce qui montre que c'est essentiel, vulnérable, stratégique, ça nécessite des politiques régaliennes. Et ça a été une montée en considération de la production d'alimentation qui a aussi réveillé Bruxelles. Alors Bruxelles, c'est un grand mot, hein, c'est tous Mmh. les dirigeants, on aura l'occasion de Mmh. détailler, qui avaient considéré que l'alimentation, c'était pas un sujet et que le commerce mondial permettait d'envisager de nourrir tout le monde sans aucun problème parce que le monde était un grand supermarché, on pouvait faire ses courses pour les céréales en Amérique du Sud, pour le lait en Nouvelle-Zélande, etc. Pas du tout. Quand tous les paquebots ont arrêté de voguer en 2000, les containers étaient bloqués, tout était bloqué. Et donc, c'est là que le mot souveraineté alimentaire est à nouveau réapparu, faisant écho à ce qu'avait dit le général de Gaulle dans les années 55-60 après-guerre, au moment de la reconstruction de la France et de l'Europe, en disant un pays qui ne peut pas nourrir son peuple ne saurait être une grande nation. C'est une phrase extrêmement importante Et forte. et forte. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est le contraire de la dépendance. Quand on dépend de quelqu'un, c'est violent parce que cette personne décide pour vous. Et quand cette personne vient, si cette personne venait à bloquer l'alimentation, la fourniture de tel, ou d'énergie, ou de gaz, ou de pétrole, ou de terres rares, regardez ce qui se passe en ce moment, Mmh. la dépendance est quelque chose de préjudiciable qui met en émoi les politiques. Donc c'est finalement ces trois événements-là, mais c'est surtout la guerre qui a été la plus déterminante pour montrer le caractère vraiment stratégique de l'alimentation, donc de l'agriculture, de la transformation et de la distribution aux consommateurs. Et pourquoi on a l'impression, enfin, c'est pas l'impression, hein, quand on les voit manifester, les agriculteurs, ils ont l'impression qu'ils sont toujours un petit peu oubliés dans les équations. Ils ont, enfin, oui, je pense que vous Mhm. comprenez tout à fait le sens de ma question. Ils ont l'impression d'être oubliés, de ne pas être considérés, et il y a trop d'écart entre le consommateur, effectivement, il aime bien l'agriculteur, mais en fin de compte, il considère pas son travail au Non, travers du prix. il y a plusieurs éléments qui expliquent cela. D'abord, les élus politiques ont quand même toujours regardé ce qu'ils appellent le panier de la ménagère et l'inflation alimentaire. Et dit autrement, en France, plus en France qu'ailleurs, trop de pouvoir a été donné aux distributeurs qui ont tiré les prix vers le bas euh, pour les produits agricoles et alimentaires surtout, mais pour tout aujourd'hui, la parapharmacie, le textile, etc., et qui ont tiré le prix vers le bas pour que les Français dépensent leur argent ailleurs. Et donc la part consacrée à l'alimentation a été fortement réduite. Car ma maman nous nourrissait quand j'étais jeune, c'était 25% du budget de la famille qui était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 12-13%. Donc les Français aujourd'hui peuvent manger mieux et moins cher. Et de mieux en mieux et de moins en moins cher. Mais ça pose un problème d'équation et de rentabilité pour les agriculteurs. Donc il y a une question de revenus. Deux, les agriculteurs ont été victimes d'attaques multiples de la part de courants d'environnementalistes extrêmes qui ont été très critiques en direction de l'agriculture. Alors, tout n'a pas été parfait. Oui, il y a eu des problèmes de qualité de l'eau, oui, il y a eu des problèmes d'érosion.
Mais même quand les choses se règlent, les critiques continuent. Et quand on allume son poste de télé et qu'on entend des critiques quand même acerbes, quelquefois des intrusions dans les bâtiments d'élevage, des intrusions dans les champs, on voit toutes ces choses-là. Ça casse le moral des agriculteurs, ça pose un problème d'attractivité. Les enfants des agriculteurs ou les jeunes Mmh. agriculteurs n'ont pas forcément envie d'être dans un métier critiqué Mmh. vis-à-vis de leurs conjoints, de leur famille, de leurs réseaux amicaux. C'est compliqué. Donc, sur la question du revenu, il y a des moments où ça va mieux pour l'agriculture. Tout le monde n'est pas en faillite tout le temps. Tout le Mmh. monde n'est pas avec des revenus très faibles tout le temps. Mais c'est compliqué à expliquer parce que tout le monde ne va pas mal en même temps. Quand les céréaliers vont bien, les éleveurs de viande bovine vont mal. C'était le cas il y a 3 4 ans. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est Mmh. les céréaliers en 2025 qui ont une très mauvaise conjoncture et c'est les producteurs de viande bovine qui vont mieux, les producteurs de porc aussi. Donc l'agriculture, c'est cette complexité parce que c'est différent en Bretagne et dans les Cévennes, en Alsace et dans le Cantal, que les productions ne sont pas les mêmes non plus. C'est difficile d'en parler d'une seule voix. Elle est très diverse, l'agriculture française. Mais nous, on a toujours été un pays agricole et pourtant, vous en parliez tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un problème d'attractivité du métier, enfin il faut avoir la passion, hein, parce que franchement, il faut se lever, il faut vraiment travailler là pour le coup et tout, pour des ventes, enfin souvent qui sont résiduelles. La dernière fois, j'entendais quelqu'un qui dit: «Je vais jeter mes tomates parce qu'en vérité, le Maroc, il fait venir des tomates et ça coûte moins cher, les petites tomates Adura, ou pas». Comment, en fin de compte, on peut parler de souveraineté alimentaire quand on sait que le consommateur français, moi je ne parle même pas du consommateur européen, il mange mondial. Mhm. On va pas lui dire: «Ah bah non, demain, ça c'est fini», parce que lui, en fin de compte, dans son assiette, on le voit bien sur la restauration en foyer, on voit bien que c'est plus de 70 de la volaille, hein, qui vient de l'étranger. C'est pas des producteurs français. Comment on fait pour être souverain alimentaire quand, en fin de compte, on a tant de dépendance? Il y a beaucoup de questions dans votre question, mais c'est aussi tout ce qui a fait que les agriculteurs, ces dernières années, ont exprimé à la fois leur ras-le-bol, mais leur forte inquiétude pour l'avenir. Parce qu'un certain nombre de décisions qui sont prises en France empêchent les agriculteurs de continuer à produire. Vous donnez Mmh. l'exemple de la viande, et par exemple la Mmh. viande de poulet. Dans les cantines, 60-65% de la viande qui est consommée par nos enfants, nos malades, les prisons, l'armée, etc., sont des poulets importés. Mmh. Or, vous voulez construire un bâtiment d'élevage de poulets aujourd'hui en France, vous avez un tollé, des pétitions, etc. Donc, le citoyen dit: «Je veux pas de poulet à côté de chez moi» et le consommateur dit: «Je veux manger du poulet». Le consommateur dit: «Je veux pas manger de poulet étranger qui respecte pas les mêmes règles», mais quand son prix est meilleur, il l'achète. Mmh. Et c'est toutes ces contradictions qui sont difficiles à expliquer. En matière réglementaire, on a eu, le Grenelle de l'environnement, les conférences environnementales, on a tous les plans de réduction des phytos, des règles que les autres pays, ne décident pas. Mmh. Mais la France n'est pas une île. Mmh. La France n'est pas une île, le commerce existe, on échange, on vend, on achète. Et quand on achète des produits qui viennent d'ailleurs et qui ne respectent pas les mêmes règles, c'est tout le débat du Mercosur en ce Mmh. moment, eh bien pour les agriculteurs, c'est une tromperie en quelque sorte. Mais c'est surtout une souricière. Vous êtes ici, vous devez respecter toutes ces règles, mais les prix vont baisser et on va faire entrer des produits qui ne respectent pas les mêmes règles. Reconnaissez que c'est quand même difficilement acceptable. Mais je reconnais, mais d'autant plus qu'on sait très bien, enfin, on sait très bien, pour ceux qui savent, que en fin de compte, il y a eu un échange de Mercosur contre terres rares parce qu'on a une problématique de terres rares. En fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans la hiérarchie des problèmes? Enfin, est-ce que les terres rares, c'est plus important au final que dans le cadre du Green Deal, hein, parce que tout ça, c'est Mhm. pour financer les batteries électriques, les téléphones, les machins, enfin tout ce qui fait que on peut faire le Green Deal. On fait comment quand on a un pacte vert qu'on veut faire au niveau européen pour réellement être souverain alimentaire et éviter ces espèces d'échanges un peu étranges quand même, hein, excusez-moi, hein, Dans, étranges quand même, hein. dans les échanges internationaux, l'agriculture a souvent été la monnaie d'échange. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il y a de l'agriculture. Et dans beaucoup de pays du monde, les coûts de production pour faire les produits alimentaires sont moins élevés qu'en France. Et tous les pays peuvent nous exporter leurs produits agricoles. Par contre, il y a des produits qu'ils n'ont pas. Les avions, la médecine, Mmh. la parapharmacie, la pharmacie, les voitures, ils sont Mmh. demandeurs. Les Mmh. TGV, ils sont Mmh. demandeurs de ces produits-là. Et pour pouvoir acheter nos produits élaborés, de l'industrie, etc., en échange, ce sont des produits agricoles. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du COPA, nous nous sommes battus pour dire échanger, oui, mais avec des règles
le plus identique possible. C'est ce qu'on a appelé les clauses miroirs, c'est-à-dire mettre dans les accords commerciaux des règles Mmh. qui exigeraient qu'on respecte un minimum de normes et de conditions de production pour pouvoir rentrer sur le territoire. Il y a eu des avancées, par exemple la lutte contre la déforestation. Il y a un texte européen qui a été voté pour dire on ne doit pas pouvoir importer des produits issus de la déforestation. Bon, il n'est pas parfait, Mmh. loin s'en faut, mais au moins il a acté qu'on ne pouvait pas faire venir des produits qui avaient contribué à dégrader par ailleurs Mmh. l'environnement. Il y avait avant l'Organisation mondiale du commerce qui essayait d'être l'arbitre un Mmh. petit peu du commerce mondial. Les États-Unis ont mis par terre l'Organisation mondiale du commerce en disant on s'en moque, on tourne le dos. Aujourd'hui, on a des accords bilatéraux de pays à pays qui s'amplifient et avec une rivalité très forte des pays. Pourquoi le Mercosur est autant débattu? Parce que le Mercosur, les pays du Mercosur veulent commercer, veulent échanger. L'Europe veut être présente en Amérique du Sud, sinon c'est la Chine. Ouais. La Chine, qui est quand même très conquistador aujourd'hui, Et qui y est déjà. exactement, qui est en rivalité forte avec les USA, plus que jamais, qui vient aujourd'hui de dire les métaux rares et les terres rares, plus rien ne sera exporté si plus de 10% c'est des métaux rares dans les produits. Il y a aujourd'hui une querelle Chine-États-Unis commerciale, alors géopolitique et commerciale, qui est redoutable. Mais nous, les Européens, sur un sujet très concret, par exemple les voitures électriques, l'Europe décide de taxer les voitures électriques parce qu'elles font l'objet de subventions en Chine. Ok, on peut dire pourquoi pas. Que fait la Chine? Elle se venge en disant je n'importerai plus de brandy, de cognac, de produits de porc et de produits laitiers. Sur quoi l'Europe est attaquée? Sur son agriculture. Mmh. Et donc en fait, de plus en plus, ces rivalités de grands continents se font sur le dos ou au détriment des productions agricoles. Parce qu'elles sont des productions présentes partout et donc les pays veulent vendre Mmh. et l'Europe est attractive avec 455 millions de Gros marché. consommateurs solvables. Nous sommes un gros marché attractif. Et quand depuis... Alors c'est surtout sur la dernière mandature européenne. Rappelez-vous, 2019, il n'y avait pas tous les problèmes de guerre, de tension, etc. Et au niveau européen, la poussée des Verts et plus de Verts au Parlement a fait qu'ils ont poussé les problématiques environnementales en donnant les clés du Green Deal à Frans Timmermans, un socialiste vert des Pays-Bas, qui voyait l'Europe comme les Pays-Bas empêtrés dans l'azote en excès, et qui a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais vous faire marcher au pas. Et donc c'est 42 textes dans le Green Deal, 27 dans Farm to Fork, la stratégie agricole, qui ont été imposés. Un vrai tsunami réglementaire, Mmh. en disant, nous l'Europe, on va le faire, et les autres suivront. La réalité, c'est que les autres n'ont pas suivi. Et on voit La bien que ça se Chine, les détricote. États-Unis ont dit niet. Nous, on sait que la population mondiale augmente, qu'il faut produire plus d'alimentation, et on va le faire. Si vous, les Européens, vous voulez pas le faire, c'est votre marché, débrouillez-vous. Et c'est là où on a commencé à entendre la formule un continent d'herbivores dans un monde de carnivores. Mmh. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est un marché très convoité, très concurrentiel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient pas, qu'il faudrait que l'alimentation, ça se partage. L'alimentation, ça s'achète. Mmh. Dès lors que ça s'achète, c'est un marché. Mais c'est aussi pour cela que, sur un besoin premier comme l'alimentation, face à cette guerre commerciale, on a besoin de politiques régaliennes et de politiques de régulation, de consolidation. On a une politique agricole commune qui est très précieuse. C'est celle qui a permis aussi que la chaîne alimentaire tienne en Europe quand elle s'est effritée ailleurs. Mmh. C'est celle qui fait qu'en Europe, on a moins de précarité alimentaire que sur d'autres continents. Mais quand la décision récente, la proposition récente de la Commission, c'est de réduire le budget de la politique agricole commune de 20%, ça nous inquiète. Mmh. Donc, il y a aujourd'hui la prise de conscience d'une alimentation stratégique. Madame von der Leyen le dit un peu, mais pas encore assez. Par contre, dans les actes, ça ne suit pas suffisamment. Et est-ce que pour vous, parce qu'on va aborder, on ne peut pas parler d'agriculture en France sans parler d'Europe, est-ce que pour vous, moi j'ai l'impression, mais maintenant je suis un peu peut-être éloignée de l'Europe, que la voix française a un petit peu perdu de sa superbe au niveau européen, au niveau agricole, hein. Je ne connais Mhm. pas assez tous les sujets. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous avez une autre analyse? Quand je prends par exemple le Green Claim, ce qu'on était prêt à échanger contre un allègement de la CSRD, je crois, quand j'entends que les Allemands nous attaquent sur Egalim 3, est-ce qu'on a un petit peu perdu de notre superbe au niveau européen?
On peut le dire, hein? La France, les Français ne sont pas suffisamment présents à Bruxelles. Je l'ai mesuré quand j'étais présidente du COPA. Quand on est présent, on peut influencer et changer les choses. L'agriculture française, elle est reconnue. On est la première agriculture en chiffre d'affaires européenne. On a été regardé, envié, mais beaucoup n'ont pas compris la régression de l'agriculture en France suite à des décisions euh, environnementales pour partie Mmh. et économiques pour d'autres, c'est-à-dire baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix. Un gros défaut des Français, c'est qu'ils ne parlent pas suffisamment anglais. Mmh. Il y a trop peu d'anglophones en France pour aller siéger à Bruxelles. Un autre défaut des Français, c'est de penser que parce qu'on est français, on arrive à la fin et on emporte le morceau. Ça ne marche pas, hein. On ne gagne pas le match toujours dans le money time, hein. Il faut quand même Mmh. bosser avant. Et donc, il faut être présent physiquement dans les couloirs, dans les réunions, avoir aussi des représentants Mmh. nombreux, ce que certains pays ont davantage que la France. Donc, moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on soit plus organisé, plus présent à Bruxelles, parce que les choses se construisent très en amont. Quand la Commission fait une proposition, puisque le pouvoir de faire les propositions, il est à la Commission, il faut aller voir les gens de la Commission avant pour les influencer. Et ce qu'on ne fait pas suffisamment. Alors après, en ce moment, la France empêtrée dans ses imbroglios politiques, effectivement, avec des institutions remises en question, des politiques remises en question, on est regardé comme un pays qui est en train de s'affaiblir. Et Mmh. ça nous désole. Mmh. Et quant au plan agricole, on voit que la balance commerciale qui était très positive régresse et risque de devenir négative, d'autres pays s'inquiètent. Alors, il y a ceux qui se réjouissent en Mmh. disant chouette, on va prendre les parts de marché. Mais il y a aussi ceux qui s'inquiètent parce que la France était plutôt porte-drapeau de la défense d'une agriculture de production, compétitive et durable, parce Mmh. qu'il faut les deux. Et la France agricole affaiblie, ça inquiète aussi les autres pays en disant on a moins les défenseurs de l'agriculture qu'étaient les Français. On vous reproche tout le temps, mais moi je n'aime pas être dans la vendetta, mais on vous reproche toujours, bon, d'être plutôt sur une agriculture intensive. On ne peut sortir que si on est sur de l'agriculture intensive. Qu'est-ce que vous pensez des autres modes de production? En fin de compte, tout le monde peut cohabiter. En définitive, il faut un marché pour tout. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi faire évoluer nos formes agricoles vers des choses qui sont peut-être avec moins d'intrants, moins de travail sur les pesticides, des choses comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment infaisable, ou est-ce que c'est bon, bah voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais vraiment nourrir les 9 ou 10 milliards d'humains en 2050, ça ne peut se faire qu'en faisant de la productivité? Il y a des mots qui sont connotés négativement. Le mot intensif est Mmh. connoté négativement. Non. Moi, j'aime à dire que l'agriculture française, elle est intensive en hommes, Mmh. d'abord, avec un grand H, en hommes et en femmes. Nous sommes un pays où il y a beaucoup d'agriculteurs, encore, même si ça diminue. Dans un certain nombre de pays, il y en a moins. Euh, Produire de façon intensive, ça peut se faire en respectant l'environnement. Mmh. Aujourd'hui, on a des modèles d'exploitation, et la nôtre en fait partie. On produit beaucoup d'animaux, beaucoup de porcs, beaucoup de kilos de viande qui nourrissent plus de 10 000 personnes, mais on respecte parfaitement toutes les réglementations. On n'achète pas d'engrais parce qu'on a les lisiers, donc tous les fertilisants organiques de nos animaux. Toutes les cultures sont mangées par les animaux. On a reconstitué ce cercle vertueux que toutes les exploitations de polyculture élevage françaises, et elles sont très nombreuses, réalisent. Alors, ceux qui ont opposé les mots sont souvent soit des politiques qui voulaient un autre monde, soit des ONG qui sont dans l'excès, mais heureusement, il y a un certain nombre de politiques modérées et d'associations environnementales avec lesquelles on arrive à travailler pour montrer qu'on a besoin de produire, oui, d'améliorer la productivité aussi pour tenir notre revenu. Mmh. Quand les prix agricoles ont baissé, quelle était la solution pour s'en sortir pour un agriculteur? Vendre plus en quantité, puisque Mmh. les prix baissaient. Mmh. Mais il devait le faire quand même en respectant toutes les réglementations, c'est-à-dire ne pas utiliser trop d'engrais, ne pas utiliser tels phytos qui ne sont Mmh. pas autorisés, gérer au plus fin ses aliments et ses constructions de bâtiments, etc. etc. Mais ce mot intensif, il a été dévoyé, alors que quand vous prenez l'industrie automobile, elle Mmh. améliore sa productivité. Productivité. Elle est intensive Et aussi aussi, en voitures fabriquées beaucoup plus qu'auparavant. mais est-ce que Donc vous moi, pensez et il y a plusieurs modèles. L'agriculture française, d'abord, elle est extrêmement diversifiée. Si vous ouais. allez dans la pointe du Finistère Mmh. ou dans le Massif central, là, vous avez des légumes, là, vous avez plus de vaches que Mmh. d'habitants. Mmh. Donc, il faut accepter qu'il y a cette diversité. Trop souvent, les messages sont trop globaux.
Mmh. Et on a réduit l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment les plus problématiques, les CMR1, cancérogènes, Ouais. mutagènes, reprotoxiques de catégorie 1. Moi, je me souviens de Madame Borne, alors ministre de l'écologie, et Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, disant les agriculteurs, en 6 ans, ont réduit de 36% les phytos, l'usage des phytos CMR1, ont converti en agriculture biologique et ont certifié davantage leurs exploitations. Donc, quand ce sont deux ministres, agriculture et Ouais. écologie, qui le disent, c'est une parole crédible. Mais les ONG, dans leur rôle d'aiguillon, Mmh. finissent parfois par désespérer, ne reconnaissant jamais la part des forfaits. D'accord. Oui, alors ça, c'est un petit peu le problème, en fin de compte. Qui c'est qui, vous avez été, comme je le dis tout le temps, au niveau européen et on voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits et pourtant, on a l'impression qu'il se passe rien, que c'est toujours la même Mmh. chose, qu'on tourne toujours en rond, qu'on fait toujours les mêmes reproches aux agriculteurs. Et moi, je prends juste le cas de Green Claims qui a eu lieu cet été. Et quand moi j'ai alerté les agriculteurs, je leur dis mais on se rend compte de ce qui se passe et j'avais l'impression enfin que nous on a déserté l'Europe et qu'on laisse faire. Alors moi j'ai rien contre les ONG, j'ai rien contre personne, mais en fait compte qu'on laisse faire les gens, qu'on laisse dire des choses. Mmh. Et je dirais qu'en fin de compte j'ai l'impression qu'on est toujours sur des bagarres d'arrière-garde et pas sur en fin de compte une transformation de la manière de raconter l'histoire. Mmh. La difficulté, c'est que à Bruxelles, concernant l'agriculture, quand j'étais présidente, on avait 27 textes sur la table. Donc c'est un travail de titan, fastidieux. Il faut être sur chacun, il faut voir quel stade de la discussion il en est. Donc il faut gérer les affaires courantes, il faut anticiper sur des textes à venir, il faut négocier des textes en cours. Sur le sujet des green claims, c'est-à-dire l'affichage vert, les ONG ont très vite dit ouais, mais ça va être du greenwashing. Mhm. C'est-à-dire que le mot fétiche, le mot Oui, jingle, oui. c'est greenwashing. Or, des progrès, il en est fait. Alors, les ONG, je les connais par cœur, elles sont aiguillons. Mais le reproche que je leur fais, c'est qu'elles ne reconnaissent pas les efforts faits. Et ça désespère les agriculteurs. Ça laisse penser à l'opinion publique que rien ne change, alors que ça change. Il y a des exemples concrets. Je viens de vous citer les réductions Mhm. de pesticides. Ça, c'est un exemple concret. Et puis, elles ont des lobbies très puissants. Elles sont très présentes à Bruxelles. À Bruxelles, il y a des immeubles entiers d'associations environnementales. Et en plus, il y a un scandale qui a été dévoilé il y a 7-8 mois, que j'avais pointé du doigt sur les réseaux sociaux. C'est qu'elles ont bénéficié d'aides de l'Union européenne de façon conséquente, 700 000 euros. 700 000 euros donnés par Frans Timmermans et la Commission aux associations environnementales pour faire pression sur les députés du Parlement européen pour qu'ils votent sur des textes agricoles. Rendez-vous compte du scandale. Mhm. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. J'en Alors avais que entendu parler, ouais. 700 000 euros. Mhm. Et donc, moi, j'étais en réunion avec ces personnes-là, dont j'ai appris après qu'elles avaient eu Mhm. ces subventions-là. Agricultrices, présidente engagée en France, présidente européenne, entre les Thalys, les TGV, mon exploitation, etc. Je bossais, j'avais Mhm. certes des Mhm. collaborateurs, mais eux avaient 700 000, donc des juristes, des ci, des Mhm. ça, pour faire pression et pour raconter des histoires. Ça ne va pas, ils évoluent pas, etc. Et nous pouvons déployer beaucoup d'énergie pour vanter les efforts faits, ce que font les syndicats, ce que font les associations de type Agri-Demain, de type Vox Mhm. Déméter, de Mhm. tous les think tanks Ouais. agricoles qu'on peut avoir, les communicants sur les réseaux sociaux, pour effectivement dire mais si, ça change et nous, on va vous le prouver. Alors moi, je suis une adepte de la communication par la preuve. Mhm. Et on a aujourd'hui les moyens de prouver beaucoup de choses, y compris d'ailleurs qu'on est capable de produire plus et mieux avec moins d'intrants, Mhm. moins d'impact. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à avoir de l'innovation, de la recherche, des nouvelles semences, des nouvelles races, des nouvelles races d'animaux qui sont justement des avancées qui permettent d'être sur les standards attendus en termes de réponse aujourd'hui. Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure que moi aussi j'ai constaté, c'est que nous, la France, on a déserté l'Europe et on a déserté aussi les comités de la norme, hein, parce que qui fait la norme, qui fait le marché, hein, celle-là, je la Mhm. sors un petit peu à chaque fois. Et en fin de compte, effectivement, on se rend compte que que l'Europe, alors en Europe, moi je sais pas qui c'est, enfin je vois qui c'est ce monsieur Timmermans, se fait le relais de ces ONG en termes d'influence. Enfin en termes de, et là j'appellerais même pas ça de la communication d'intérêt. Et là, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la viande végétale, enfin de ce qu'on a appelé la steak végétaux, que maintenant c'est plus du tout des steaks végétaux qu'on peut plus appeler steak, mais boulettes et ce que l'on veut. Et en fin de compte, je voulais savoir c'était quoi en fin de compte l'enjeu
sur la viande végétale. Maintenant qu'on parle de normes, d'Europe, de marché, on voit bien que sur le végétal, l'Europe n'est pas blanc-bleu. On est qu'elle est bien pas blanc-bleu. C'est quoi? Quelle est la preuve qu'ils ont amené qu'ils utilisaient moins de CO2 que quand on produit du bœuf? C'est quoi en fin de compte cette histoire? Moi, enfin, moi, à titre perso, c'est pas cette histoire-là que j'ai en tête. Mm. Et j'aurais bien aimé vous entendre parce que vous avez été souvent malmené sur ce sujet. Et moi, j'aime bien des choses qui sont par la preuve, des chiffres, des Mhm. constatations. On parle de quoi quand on parle du végétal et de cette viande végétale? Alors déjà, c'est pas de la viande végétale, ce sont des produits alternatifs qui sont fabriqués en laboratoire d'abord, en usine ensuite, et qui utilisent des produits végétaux. Alors beaucoup de pois chiches, hein, il y a un bel Mhm. avenir pour les pois chiches parce que c'est quand même le produit de base de ces alternatives. Et après beaucoup d'épices aussi Mhm. pour fabriquer du goût, mais c'est pas de la vraie viande. Et là, il y a à la fois une bataille culturelle, Mhm. je dirais notamment en France où la gastronomie est quelque chose qui pèse. C'est peut-être moins vrai en Suède, au Danemark, en Allemagne où ils n'ont pas la même approche de l'alimentation. Quoique l'Allemagne et ses charcuteries, c'est quand même quelque chose qui a une forte notoriété. Mhm. Et en fait, la viande et la production de viande est victime d'attaques incessantes en disant il faut manger moins de viande pour résoudre le problème du climat. Ce qui est vraiment une approche par le petit bout de la lorgnette parce que ça ne résoudra pas tout, ça créera des problèmes. Il y a quand même beaucoup d'espaces herbagés en France, en Europe et particulièrement dans certains territoires qui ne peuvent être entretenus que s'il y a des herbivores. Mhm. On a vu à la fois dans les monts d'Arrée quand il y a eu des incendies, les incendies se sont arrêtés au niveau des pâtures quand les vaches avaient brouté. Mhm. Dans l'Aude l'été dernier, ça a brûlé dans les bosquets, dans les fourrés. Dès lors que ça arrivait sur les vignes qui étaient travaillées, ça ne brûlait plus. Donc il y a un rôle énorme des animaux, des herbivores, pour entretenir et éviter ces méfaits-là. Les vaches émettent du méthane, oui, mais les vaches, l'herbe permet de réduire de 75%. Le carbone capté par l'herbe avec la photosynthèse permet de réduire de 75% le carbone émis par les vaches. Donc il faut présenter les inconvénients, mais aussi Mhm. les avantages. Et donc c'est trop facile et c'est un raccourci majeur de dire il faut supprimer la viande et réduire de 15% le cheptel. Personne ne parle de réduire les vols aériens, Mhm. peu de gens parlent de réduire les voitures. On travaille sur les passoires thermiques, mais ça va lentement. Et puis surtout, personne ne parle des problèmes de santé que ça poserait, parce que dans la viande, il y a des composants, du fer, du zinc, de la vitamine B12, des acides aminés spécifiques, notamment pour la construction du cerveau, qui sont très importants pour les jeunes enfants et les adolescents. De plus en plus de nutritionnistes Mhm. le disent. Mais pour expliquer cela, il faut rentrer dans un détail pédagogique que trop de journalistes trop pressés sur les grandes chaînes n'ont pas envie ni le temps d'écouter. Et donc, il y a un bruit de fond qui s'est installé, laissant penser que la viande, c'est mal. Alors, nous, on essaye de montrer tous les avantages de la viande. On travaille aussi pour réduire les critiques et les reproches qui étaient faits, par exemple à la charcuterie. Mhm. Trop de sel, trop de gras, etc. Il y a une étude qui s'appelle Ocali, Mhm. qui est certifiée par l'INRAE et l'ANSES, donc deux structures fiables, qui est sortie en juin 2025, donc c'est récent, et qui dit moins 3, moins 4, moins 5. Moins 3% de sel, moins 4% d'acide gras saturé, moins 5% euh, de gras. Mhm. Et plus 1% de protéines. Mhm. Donc, les entreprises font des efforts pour atténuer ce qui peut être problématique, ce qui permet aux gens de manger de la charcuterie et des produits à base de viande avec moins de risques d'avoir Mhm. des problèmes de santé ou autres. Et puis, dernière chose, il s'en parle beaucoup, beaucoup de ces produits-là, mais j'ai recherché les chiffres. Les produits à base de végétaux, c'est 15 à 20 millions d'euros en France pour 9 milliards d'euros. La charcuterie, donc c'est tout petit. Mais comme il s'en parle beaucoup, on a l'impression que c'est un marché qui est dominant aujourd'hui. Puis, moi, j'ai fait une opération de dégustation un jour et j'ai acheté des produits végétaux. J'ai regardé la composition, c'est un peu effrayant parce qu'il y a quand même une liste très très longue de composants. Mhm. Donc Ils c'est quand essayent de même s'améliorer, mais oui, mais ils ont voilà. encore quand même beaucoup, beaucoup de produits. Et en termes de goût, bah, c'est les épices qui dominent, quoi. Oui. Donc, puis je pense qu'en France, il y a quand même une culture de la gastronomie, des terroirs. Si je vous dis cassoulet, vous pensez sud-ouest. Si je vous dis choucroute, vous pensez À ma Alsace. Si je vous région. dis raclette, vous pensez charcuterie et fromage, Ouais. et plutôt les fromages de montagne. Et puis, les gens mangent de la charcuterie. La Mais consommation pourquoi qu'on n'arrive ne pas au baisse niveau pas. européen? On laisse faire.
Vous l'avez parlé de Monsieur Timmermans, qui est hollandais, Alors, et on il est plus sait que là. oui, mais on sait que par exemple les Hollandais sont très pro-végétal. Un des plus gros centres de recherche qu'il y a, Flora, est installé en Hollande. On sait que pour eux c'est plutôt bon au niveau du business. Pourquoi on laisse faire? Pourquoi qu'on ne se défend pas? Alors, on se défend. On se défend et encore et très récemment au Parlement européen, il y a eu tout un travail pour protéger les dénominations de viande, steak, escalope, filet, qui étaient copieusement utilisées par les produits végétaux qui trompaient Mhm. les consommateurs. Donc, c'est un amendement d'une députée française qui a finalement abouti. Alors, Monsieur Timmermans n'est plus là. Des élections ont eu lieu. Les Verts ont énormément régressé. Mhm. Et d'autres partis politiques sont plus nombreux aujourd'hui au Parlement, ce qui fait qu'aujourd'hui au Parlement européen, il n'y a plus du tout le même état d'esprit qu'à l'époque où M. Timmermans était là à la Commission et où Pascal Canfin était président de la Commission environnement au Parlement européen et était un stakhanoviste du texte Mhm. environnemental. Mhm. C'est Ouais. lui qui m'avait envoyé tout fier les 42 textes un soir par mail. Mhm. Et si ces 42 textes avaient été mis en œuvre, c'était affaiblir complètement la production européenne. C'est le Copa-Cogeca qui avait démontré, parce qu'on avait, nous, payé des études d'impact Mhm. que la Commission n'avait pas faites, que si on appliquait les textes qu'ils voulaient mettre en place, c'était moins 20% de production de blé, moins 18% de production de pommes et moins 16% de production de betteraves. Et donc, on aurait importé encore plus. Mhm. Ce qui est un comble, parce que ce qui a beaucoup changé et ce que l'Europe n'intègre pas suffisamment, c'est que, certes, il y a cette libéralisation du Mhm. commerce voulu, mais n'oublions pas qu'il y a eu la COP 21, Mhm. signée à Paris, Mhm. où il y a un engagement collectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je sais que l'économie mondiale est très perturbée en ce moment parce qu'il y a des conflits un peu partout, mais les problèmes climatiques Mhm. restent et il faut quand même s'attaquer à ce sujet. Mais l'Europe ne peut pas être naïve et trop naïve comme elle l'est quand en 2021, au Forum pour l'alimentation à Rome, l'Europe a essayé d'avancer sur cette idée. C'était encore avant les élections qui ont réduit le pouvoir vert à Bruxelles. A essayé de dire, mais il faut pour le climat entraîner tous les continents dans telle ou telle direction et être plus vert et ça. La Chine et les États-Unis ont dit non. Et à partir de là, je pense qu'il y a un principe de réalité qui s'impose. C'est comme si on voulait mettre sur un même ring de boxe un poids plume et un poids lourd. On sait d'emblée qui va gagner. Ouais. En fin de compte, vous me tendez l'affaire, j'ai une question qui me turlupine. Comment, en fin de compte, on fait pour imposer des standards de qualité, de traçabilité, de durabilité, quand vous avez des poids lourds comme les USA et la Chine en face, on fait comment? Alors, l'Europe a réussi dans un domaine, la reconnaissance des signes officiels de qualité. Mhm. Sur ce sujet, c'est clair, le champagne ne peut pas être appelé champagne ni en Chine ni aux Mhm. USA. Les produits, le Roquefort et tous les produits sous signe de qualité ne peuvent pas être copiés. Rappelez-vous la bataille terrible Mhm. des couteaux Laguiole Ouais, aussi, ouais, qui étaient ouais. fabriqués en Chine et Mhm. partout. Ils ont mené une bataille de 18 ans pour réussir à dire Laguiole, c'est dans l'Aveyron et ça ne peut pas être utilisé autrement. Donc ça, sur ce sujet-là, on a réussi. Euh, Parce que c'est accroché à un territoire. Mhm. Après, sur les problématiques environnementales, l'Europe essaye d'imposer ce qu'on appelle des mesures Mhm. miroirs, Mhm. mais c'est très très difficile à faire écrire. Dans Mercosur, on commence à arriver à poser des obligations, parce que les associations agricoles poussent beaucoup, beaucoup, notamment le poulet, la viande bovine, le sucre, qui sinon seraient en très très grande difficulté, parce que quand on connaît l'élevage tel qu'il est pratiqué en Amérique du Sud, avec des feedlots, avec des Mhm. milliers d'animaux dans la gadoue, etc., pas de bâtiment d'élevage. Bien-être animal, c'est pas un sujet là-bas, hein, Non, non. c'est clair. Et donc, euh, on pousse cette nécessité, mais on a beaucoup de mal à le transcrire dans des textes et dans des applications réglementaires. Les administrations ne sont pas toutes aussi développées, sophistiquées que les administrations européennes. Un député européen, il y a une quinzaine d'années, Michel Dantin, avait fait une mission d'enquête au Brésil sur la sécurité sanitaire dans les abattoirs. Il était revenu catastrophé, avait fait un descriptif assez noir en disant on ne pourra jamais commercer avec ces pays-là parce que leur sécurité alimentaire, sanitaire, ils ne l'envisagent pas du tout Comme nous, comme nous quoi. en Europe. Ouais. Et puis, ils utilisent des hormones de croissance, ils utilisent des antibiotiques pour que les animaux ne soient jamais malades, donc ils ont une meilleure croissance. Mais est-ce qu'en France, on veut manger des animaux qui ont été élevés avec adjuvants antibiotiques systématiques? La réponse est non. Donc, vous voyez, c'est... Mhm. Mais
Moi, j'ai été au cœur du réacteur au Ouais. Copa. Je sais que c'est très long à changer. Et aujourd'hui, il y a peut-être un peu trop de populistes et pas assez de gens qui bossent, parce que c'est facile de dire il faut pas, comme le font certains Mmh. syndicats ou certaines ONG, mais c'est concrètement, écriture ligne à ligne, qu'on arrive à écrire ce qui peut rentrer ou ce qui ne peut pas rentrer venant de pays qui ne respectent rien. Mais regardez ce qui se passe dans le textile. Mmh. Pardon, j'ai une sœur qui travaille dans le domaine du textile et qui est catastrophée aujourd'hui par l'arrivée de Chine, un petit peu en plus, plus vite dans certains magasins. Le textile français est en déshérence. Mmh. L'industrie de la chaussure française est en déshérence. Et on a eu une désindustrialisation parce qu'il y a eu cette liberté et ce non-respect de normes. Mais l'agriculture, elle est dans les territoires, elle est ancrée. Mmh. Nous, on ne peut pas délocaliser Mais la c'est moitié de notre production ouais. pour avoir une part plus compétitive. Et c'est cet ancrage territorial, plus toutes les fonctions que Ouais. remplissent les agriculteurs dans leur commune, d'entretenir, de faire la vitalité, de garder ces espaces ouverts et l'attractivité touristique. J'étais récemment dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un département où le tourisme fait un chiffre d'affaires 6 fois supérieur à l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce qu'on a l'agriculture, la lavande, les vignes, Mmh. les alpages, le pastoralisme, que les tourismes viennent voir, parce que c'est beau. Ouais. Mais Et cette ruralité vivante et attractive, c'est grâce à l'agriculture et rien d'autre. Du coup, petite question, j'ai découvert ça récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, j'avais entendu de l'accaparement des terres par des grands groupes, agroalimentaires. OK, why not? Des pays étrangers qui venaient et là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de la tokenisation des terres. C'est-à-dire qu'on peut acheter des tokens, hein, donc des espèces de trucs là sur la blockchain, mais en fait, compte, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière et on peut acheter des terres et donc il y avait quelqu'un qui m'envoyait un message cette semaine en me disant: «Voilà, je voulais vous porter ça à votre attention, qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, je me dis: «Mais là, c'est le début de la fin» parce que ça veut dire que tout le monde peut acheter des terres. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler déjà de ça? Alors, vous savez, en France, on a eu une gestion du foncier qui a été une priorité politique fixée par les organisations agricoles avec un objectif, partager le foncier pour avoir plus d'agriculteurs. D'autres pays n'ont pas fait ça. En République tchèque, les exploitations, elles font 5 000 à 7 000 hectares. En France, la taille moyenne, c'est 80 hectares. Pour les exploitations de grande culture, dans certaines zones, c'est 250 hectares. Mais on n'est pas sur des niveaux de milliers, Ouais. comme on peut voir dans d'autres pays. Cette régulation du foncier, elle est liée aussi beaucoup à la propriété agricole. On a un syndicat de la propriété agricole qui défend ses droits, bec et ongles, et ils ont Mmh. raison. Et on a aussi beaucoup d'agriculteurs qui peuvent louer des terres parce qu'on a un statut du fermage. Ouais. On loue des terres avec une garantie puisqu'on les loue pour 9 ans, ce qui est une vraie stabilité, sécurité, que d'autres pays n'ont pas. Et certains jugent ça trop strict, s'en plaignent, etc. Moi, j'ai vu beaucoup d'autres pays européens à Bruxelles me dire, finalement, en France, vous avez de la chance parce que le prix du foncier ne flambe pas autant Ouais. qu'ailleurs, parce que vous avez réussi à maintenir des jeunes qui s'installent. Dans mon département du Maine-et-Loire, aujourd'hui, 40% des jeunes qui deviennent agriculteurs ne sont pas fils Mmh. d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver et louer des terres ou acheter des terres parce que le prix est accessible ou parce qu'ils peuvent les louer, donc pas les acheter, pas s'endetter lourdement Mmh. et investir plutôt dans du capital plus productif comme des serres maraîchères, de Mmh. la vigne ou des animaux, des Mmh. bâtiments d'élevage. Donc, il y a eu une période où beaucoup de Chinois achetaient des terres Ouais, en de France. vignobles. Ouais. Ils sont même venus dans le département de l'Indre acheter des milliers d'hectares. Ils sont vite repartis parce Des qu'ils n'ont pas eu l'Eldorado attendu. 2. Et ce qu'on a, nous, en France, c'est essayer de contrer cette annexion par qui des fonds de pension, Ouais. qui Ouais. d'autres Donc ça, structures. nous, on est protégés en France. Donc ça, par exemple, la tokenisation, donc ça, c'est quelqu'un qui est en France, hein, qui fait ça sur des pistaches. Et je me dis: «Mais c'est pas réglementé». J'en avais jamais entendu parler, hein, donc c'est vraiment je découvrais et je me dis: «Mais c'est pas réglementé, Alors, moi, je n'ai pas non plus entendu parler sous ce terme-là de Ouais. tokenisation. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des structures qui organisent du portage de foncier par des gens qui ont de l'argent, Ouais. qui veulent le placer. Mais la maîtrise revient à des organisations agricoles, des groupements fonciers agricoles, Mmh. où des responsables pilotent certaines familles aussi lorsqu'il y a 3 ou 4 enfants, Mmh. pour garder l'entité Mmh. foncière et garder l'exploitation intacte. Le partage se fait en part de société de Mouais. groupements fonciers Ouais. agricoles. Un des frères ou une des sœurs reste sur la ferme et les autres frères et sœurs ont des parts. Ça évite de disloquer Vérifier l'outil. Donc, le il y a beaucoup d'inventivité et de solutions pour garder ces entités, parce que la terre est le support de ouais. l'agriculture, où qu'on Ouais. soit.
Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui a remué, la France cet été, la fameuse loi Duplon, cette pétition? Voilà, alors là, moi, je me suis dit: «Mais quand même, en France, on n'est pas cool parce qu'on se rend pas compte que le voisin, lui, fait des trucs que nous, on n'a pas le droit de faire». Alors moi, je sais pas si c'était la bonne manière qu'on a introduit cette loi ou je ne sais pas quoi, mais je me dis: «Mais les Français, ils sont tellement déconnectés des réalités qu'ils se rendent pas compte que le voisin, il joue pas avec les mêmes Mmh. règles du jeu». Au foot, à mon avis, on aurait vite fait de râler et là, on râlait pas. Est-ce que je peux vous entendre sur ce sujet? Sur un avis? À mon avis, vous avez dû être Oui. sollicité pendant vos vacances à ce sujet-là, Oui, hein? bien sûr. Alors, monsieur Duplan, Laurent Duplan, qui est un agriculteur de Haute-Loire, est têtu comme un auvergnat. Il a de la suite dans les idées. En 2018-19, il avait écrit un rapport, il était alors sénateur, pour dire: «Attention, en France, on fait beaucoup de surtransposition», c'est-à-dire qu'on surtranspose des règles européennes. Quand une règle européenne une directive européenne est édictée, il y a une latitude nationale pour, en rajouter, c'est-à-dire Mmh. être plus exigeant que la directive. Et la France a beaucoup fait ça, ce qu'on a appelé le zèle Mmh. réglementaire. Et Laurent Duplon avait dit à l'époque: attention, si on continue comme ça, en 2025-2026, on importera. Et donc, voyant les manifestations agricoles et tout ce que la FNSEA, les jeunes agriculteurs et les autres ont dénoncé, en disant: attention, on a des produits phyto interdits chez nous, mais qui sont autorisés ailleurs. Les bâtiments d'élevage, il n'y a pas les mêmes contraintes ailleurs. Il a ressorti son rapport et il a dit: je vais faire une loi. Et d'ailleurs, la loi s'appelle Lever des contraintes Mmh. franco-françaises. Et c'est la loi du plan, son nom c'était ça, lever des contraintes supplémentaires. Et il a choisi un certain nombre d'items, donc sur les produits phytos, sur les bâtiments d'élevage, sur l'irrigation et autres sujets. Entre-temps, il y avait une loi qui était passée en janvier, la loi agricole, portée par Madame Genevard, après avoir été pensée par de Normandie, portée par Fesneau, puis mise en œuvre et faite voter par Madame Genevard, qui a dit que l'agriculture était d'intérêt général majeur. C'est quand même fort. Et ça, c'est Mmh. reconnaître le Mmh. caractère stratégique, ce qui nous ramène à notre discussion de Que tout sur à la l'heure. souveraineté, oui. Bonne nouvelle, l'agriculture est reconnue d'intérêt général majeur. Donc ça veut dire qu'il faut que les textes aillent avec et qu'on doit protéger la capacité à Mmh. produire. Et Duplon enchaîne en disant: moi je vais lever un certain nombre de contraintes. Le sujet qu'a focalisé, c'est l'acétamipride, ce fameux produit phytosanitaire qui est un néonicotinoïde que la France a interdit, mais que d'autres pays utilisent. Sur les betteraves, sur les Mmh. noisettes, sur les pommes. Et donc le grand drame qu'il a dénoncé et que regrettent les agriculteurs, c'est qu'on ne produira plus autant de betteraves, on ne produira plus de noisettes du tout, on produira moins de pommes, mais on importera des betteraves, des noisettes, des pommes venant d'ailleurs, de Pologne, de Turquie ou d'ailleurs. Pour les noisettes, la Turquie est le principal pays producteur et c'est de là que viennent les noisettes de beaucoup de préparations chocolatées. Et ces produits utilisent. Et c'est là où il y a quand même une amnésie des consommateurs, mais plutôt d'un certain nombre de citoyens qui ont signé la pétition, Mmh. en disant: moi je suis contre, je ne le veux pas en France, mais je vais acheter des produits qui contiennent des produits traités avec Mmh. Ouais. l'acétamipride. Et le comble du comble, c'est que la loi du plan a été votée, alors dans des conditions particulières, parce qu'il y a eu beaucoup de contestations. Il y a eu aussi beaucoup d'obstructions, parce que la gauche de la France, enfin tous les partis de gauche ont déposé 3000 amendements, Mmh. 2300 amendements. Comment voulez-vous traiter 2300 amendements? C'est donc de l'obstruction pour pas que ça passe. Et donc, ça a affaibli le débat. Ils auraient pu en débattre à l'Assemblée nationale, même si à l'Assemblée nationale, il y a plus de temps d'invective que de temps de débat, malheureusement. Et donc, le texte est passé. Et puis, dans l'été, alors l'été, c'est aussi une période où les journalistes n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, dans les grands médias nationaux. Une pétition est partie par une jeune fille étudiante. Des ONG ont saisi l'opportunité, c'est parti en boucle. Et donc, il y a eu beaucoup de pétitions signées, sans savoir toujours pourquoi Mmh. c'était signé. Bon, je vous dis aussi que chez moi, regardant les journaux télévisés un peu plus l'été, parce que j'étais plus souvent chez moi, quand je voyais que tous les JT ouvraient sur la pétition est en train de monter, elle est à 1 million, elle est à ci, elle est à ça. Effet d'entraînement. Évidemment, effet Mmh. d'entraînement. Mmh. La réalité, c'est que certaines ONG militantes ont poussé la pétition plus que la jeune fille qui l'avait initiée, qui n'a jamais voulu s'exprimer sur le Ouais. sujet d'ailleurs. Et ça, c'est malsain parce que ça a cristallisé encore plus les oppositions. Donc, le Conseil constitutionnel a dit je maintiens la loi,
Mais sur l'acétamipride, je retire une partie parce que ce n'est pas assez précis. Il y avait une dérogation d'utilisation Mmh. et le Conseil constitutionnel a dit ce n'est pas assez encadré dans le temps Mmh. et sur les types de production. Donc, représenter une nouvelle copie. Donc, une nouvelle copie devrait être représentée, si un jour on a un gouvernement et un Parlement qui fonctionnent, pour encadrer plus et mieux. Mais c'est impossible de dire les autres pays l'utilisent et vous n'aurez pas le Mmh. droit. En plus, comble du comble, le 30 juillet, l'EFSA a changé les limites maximales de résidus d'acétamipride dans les produits. Elle a augmenté Mmh. les limites maximales de résidus, parce que comme elle considère que c'est pas dangereux, l'agence européenne, elle a augmenté la limite maximale de résidus. Donc en France, on l'interdit de chez interdit, et en Europe, non seulement c'est autorisé, mais en plus, l'agence, l'EFSA Mmh. européenne dit, finalement, on peut en retrouver 60 fois plus dans le Mmh. miel. D'accord. 60 fois Oui, sachant plus. que les miels ne viennent absolument plus quasiment Comment, de France. comment voulez-vous que les agriculteurs comprennent? Donc Mmh. voilà, mais par contre, ça a clivé encore plus. Et ça, c'est très malsain, ce C'est toujours clivage. très polarisé en fin de compte Trop, tous trop, ces discours. trop. On va parler maintenant de votre mandat actuel. Donc vous êtes à la FICT et quelles sont en fin de compte les priorités que vous vous êtes fixées sur ce mandat-là pour aider cette filière-là, sachant qu'on a déjà un petit peu abordé le végétal. Comment on fait pour toucher les jeunes générations sur ces produits-là, comment on fait pour combattre. Alors j'aime pas le mot combattre, mais pour cohabiter avec ces nouvelles préparations. Moi, je n'ai rien contre, en vérité, chacun mange ce qu'il veut. Comment on fait en fait quand vous vous êtes fixé quoi comme objectif? En France, 75% des porcs produits par les agriculteurs sont transformés en charcuterie, Mhm. 25% en viande fraîche et 75% en charcuterie. La fédération, la FICT, existe depuis 1924. Mhm. Rendez-vous compte. 6 ans après la fin de la guerre, les charcutiers se sont organisés pour défendre leur profession et surtout pour cadrer leur profession. Ils ont écrit les recettes, etc. Parce que l'alimentation à l'époque était Mhm. très considérée et que la viande et la charcuterie étaient beaucoup la base de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 400 entreprises en France, c'est 32 000 salariés répartis sur tous les territoires des différentes régions. C'est 9,7 milliards de chiffre d'affaires et 10% d'exportation. Donc, c'est un secteur économique important. Et quand on parle de souveraineté, le ministère porte ce nom-là aujourd'hui. Il s'appelle même ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire, ce qui est une bonne chose parce que c'est l'ensemble de la chaîne Mhm. alimentaire. Il faut maintenir ces entreprises. Donc moi, mon premier travail, c'est d'accompagner ces entreprises dans leur modernisation, la réalisation des transitions, puisqu'elles ont besoin de décarboner, de réduire l'utilisation d'énergie, d'eau, Mhm. etc. Les mêmes défis que Contraintes que toutes les les autres autres filières. industries, mais dans un contexte où elles ont des marges et des rentabilités très faibles. Donc, mon combat, c'est de dire, il faut que ces entreprises puissent avoir de la rentabilité pour pouvoir faire les mutations et Mhm. les transitions qui sont nécessaires. Donc, c'est faire reconnaître l'originalité et le patrimoine culturel Mhm. et géographique que représente la charcuterie. 450 produits définis dans ce qu'on appelle le code des usages, des progrès permanents pour réduire le sel, le gras, les acides gras saturés, et faire la promotion de ces produits dans des recettes. Combattre aussi certaines idées reçues qui disent que la charcuterie, c'est malsain, c'est pas bon pour la santé, CF le Nutri-Score, et expliquer avec pédagogie. Et donc, je vais visiter beaucoup d'entreprises, je rencontre des chefs d'entreprise fabuleux. Par contre, on a, nous aussi, comme l'agriculture, un vieillissement des chefs d'entreprise, puisque 38% des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans. Donc ça veut dire que dans les 5-6 ans qui viennent, c'est des gens qui vont cesser, qui vont transmettre. S'il y a rentabilité, intérêt et notoriété, ils transmettront. Si c'est un secteur qui est marginalisé, critiqué ou qui a trop de contraintes dans son sac à dos, on perdra un certain nombre d'entreprises et ça peut être très préjudiciable. Donc il y a aussi des exigences sanitaires crescendo, puisque les modes de consommation évoluent. On le voit, c'est moins de repas à la maison, c'est plus de repas au restaurant, plus de nomade food, des produits qu'on mange dans la rue. Donc sur la façon de les présenter, de les conditionner, de les marketer. On a un gros sujet sur les plastiques aujourd'hui, Mhm. avec l'État qui veut mettre en place une taxe plastique, alors que comment on peut acheter des tranches de jambon si ce n'est dans une barquette plastique? C'est quand même la majorité qui est Mhm. achetée en libre service plutôt qu'à la coupe. Donc voilà, c'est tous
ces sujets-là, Voilà. alors qui La sont rendre plus passionnants parce sexy, que c'est rendre le petit cochon plus sexy. oui, et puis faire le constat, et on a fait un sondage pour nos 100 ans auprès des jeunes. Est-ce que les jeunes aiment la charcuterie? Eh bien, bon, d'abord, 97% des Français disent on aime la charcuterie, on mange de la charcuterie. La consommation se maintient. Praticité, convivialité, Mmh. accessibilité. Mmh. C'est une viande accessible. Et les jeunes disent à 79%, ah non, moi, je ne pourrais pas me passer de charcuterie. Ouais, Donc, puis les on le voit jeunes, bien avec les planches. les, je- les Toutes ces planches planches. apéritives, vous avez raison, au moment du Covid, quand on a eu le droit de se réunir que sur les terrasses en extérieur, elles ont explosé. Il y a eu plus 6,4% de charcuterie vendue en 2020 grâce aux planches apéritives. Et c'est resté dans les habitudes. Mmh. Au point qu'aujourd'hui, les industriels font des barquettes toutes prêtes, avec 4 ou 5 produits dedans. Vous enlevez le blister, vous mettez sur la table, Mmh. et soit c'est la raclette partie, soit c'est le pique-nique. Et donc, cette praticité. Et alors, il y a quelque chose qui est assez peu connu et que j'ai plaisir à répéter aussi, c'est que la viande de porc et les charcuteries sont moins émettrices de CO2 au kilo produit que d'autres viandes. On est très proche de la volaille, qui est plébiscitée parce qu'elle a justement à la fois l'aspect prix et l'aspect bon bilan carbone. Mais un kilo de viande de porc, c'est 6,7 kilos de CO2. Le poulet, c'est 4,5. Ouais. Mais le bœuf, c'est 28. Et Mmh. donc, le fait que cette viande soit accessible, très diversifiée, Ouais. 450 recettes, il y a le choix. Ouais. Et très identitaire. C'est-à-dire, le cassoulet, quand Carole Delga a reçu tous les copains du Parti socialiste chez elle en Occitanie, c'était cassoulet géant sur la table. Et donc, je pense que ce côté-là, c'est festif, c'est sympa. Ouais. C'est le plaisir de se Convivial. retrouver, c'est convivial, voilà. C'est vrai, dans des périodes un peu difficiles. Moi, j'aimerais conclure parce que vous m'avez accordé énormément de temps et vraiment, je vous remercie beaucoup, mais je sais que vous avez un agenda chargé. Moi, je sens derrière vous une femme de combat. C'est quoi votre combat pour les... Alors, le mot combat, c'est pas guerre. C'est en fin de compte, quelles sont les idées que vous avez envie de porter sur les prochaines années? Vous savez, moi j'ai décidé d'être agricultrice à 8 ans. Quand j'ai dit ça à mes copains d'école, ils se sont tous moqués de moi. Le métier d'agriculteur, d'agricultrice, c'est un métier fabuleux. Mes parents étaient agriculteurs, agricultrices, très impliqués, enthousiastes, persuadés qu'en travaillant beaucoup, ils allaient améliorer leurs conditions. Ce qui s'est passé, ils ont élevé 4 enfants, ils nous ont payé des études supérieures à tous les 4. Et moi, j'ai épousé ce métier par passion, mais avec aussi une volonté de montrer qu'il était moderne, essentiel, que c'était un métier de sens. Ma grande satisfaction, que j'ai sur 3 enfants, j'ai 2 enfants qui ont fait des études agricoles et qui sont aujourd'hui dans le domaine agricole. Et un fils qui est un épicurien, amateur de bouffe et qui fait de la cuisine remarquablement bien. Et puis, j'ai aussi souffert de critiques en direction de l'agriculture. Et comme vous connaissez la parabole des talents, Mhm. j'ai eu la chance d'être piquée avec un hygiaphone quand j'étais petite, donc j'ai la parole plus facile que d'autres. Eh bien, j'ai beaucoup envie de parler et de montrer que c'est un métier fabuleux. Vous savez, la passion permet de Mhm. faire beaucoup de choses. Moi, je suis passionnée de mon métier. Et puis, j'ai envie de montrer qu'il évolue. Nous avons été progressistes dans notre exploitation parce qu'on n'a pas refusé tous les progrès, on les a adoptés, on a fait de l'intégration des problématiques environnementales. Étant producteur de porc, on a été très challengés, Mhm. mais on a toujours montré qu'on travaillait, qu'on évoluait, qu'on respectait l'environnement. Notre exploitation est certifiée environnementalement. Dans mes responsabilités, j'ai toujours porté cette idée de progrès permanent. Mhm. Et le positif appelle le positif. J'étais capitaine de l'équipe de handball, on entraîne, on a des gènes de leader, des gènes de coach, Mm. et les gens ont envie de suivre. Et moi, je trouve que on reçoit beaucoup quand on donne. Mhm. Dans le syndicalisme agricole, il y a quand même des gens impliqués Et, qui ont des vraies valeurs humaines, des vraies valeurs collectives. La solidarité n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Et puis, il y a aussi de la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est un bon carburant. Et moi, je voudrais qu'il y ait plus de reconnaissance pour les agriculteurs, pour les chefs d'entreprise, pour tous les produits français qui sont fabuleux, que tous les pays du monde nous envient. Mais en France, ils sont trop souvent critiqués ou sous-estimés. Donc, c'est un petit peu un enthousiasme. Moi, j'ai un optimisme de combat. vous Voilà. êtes la Marianne, en fin de compte, de nos Oui, agriculteurs. oui, et puis j'aime pas les inégalités ou les critiques infondées. C'est blessant, je trouve. Ouais. Donc voilà. Et puis quand on est malheureux, on voit la vie du mauvais côté. Donc j'ai envie que les agriculteurs retrouvent confiance, optimisme, et ça peut venir de la reconnaissance de l'opinion. Et il faut pour ça expliquer qui nous sommes vraiment. Et idem les industriels, vous savez, ces chefs d'entreprise qui se battent à l'euro près, qui font tout pour que leur entreprise soit reprise.
C'est y compris samedi, dimanche et jours de fête. Donc, c'est une Ouais. implication personnelle très forte. Puis on confond souvent les IA, les gros mastodontes Oui. et le petit, producteur de Mmh. charcuterie, ou les petites industries, et ça, c'est Et important en France, hein. et on les défend tous. Il y a place pour les grands, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de monde à nourrir. À Paris, il y a 16 millions d'habitants, il faut s'en occuper quand même. Ouais. Les modes de distribution font que les gens font beaucoup leurs courses en grande surface, donc il faut quand même alimenter les rayons. Mmh. Quand il y a un Ouais. trou, tout le monde s'affole. Donc il faut à la fois des grands, des moyens, des petits, mais je peux témoigner que les grands, les moyens et les petits déploient beaucoup d'énergie pour, satisfaire les consommateurs. Tout n'est pas perdu alors en France? Absolument pas, Super. absolument pas. Christiane Lambert, merci Je vous en prie. énormément de ce temps passé ensemble et je vous souhaite une bonne journée. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Je remercie Christiane Lambert, en fin de compte, et pour cet échange qui était long, qui était dense, où elle a pu vraiment nous expliquer sur plein de petites questions qu'on pouvait se poser. En fin de compte, sa position, que j'ai trouvée très intéressante, et on s'est rendu compte que l'agriculture, c'est pas une affaire que de ferme, que de champs, mais aussi un rapport de force global entre État, pays distributeurs, filières, citoyens, et nous, en tant que citoyens, on a un rôle à jouer, et qu'en fin de compte, l'Europe, la France participent tous à cette bataille qui, en fin de compte, certes des fois invisible, mais où se joue notre souveraineté alimentaire et ce que demain on aura dans notre assiette. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, nous liker, vous abonner sur toutes les plateformes de podcast que je ne citerai pas, mais aussi sur la chaîne YouTube State of Food. À très bientôt pour un nouvel épisode.